Dans un coin reculé du Tennessee, une maison attire les regards du monde entier. Pas pour ses fantômes, ni pour ses décors, mais pour ce qu'elle inflige. Le Makamei Manor n'est pas une simple attraction d'Halloween. C'est un labyrinthe de douleurs, de mise en scène et de contrôle, où l'on signe 40 pages avant d'entrer et où l'on ressort rarement indemne. Derrière cette expérience se cache un homme, Ross McCamey, aussi insaisissable que controversé. Ce récit explore les coulisses d'un phénomène devenu culte ou cauchemar selon qui en parle. Entre fascination morbide, quête de dépassement et dérive judiciaire, le manoir soulève une question vertigineuse. Jusqu'où peut-on aller au nom du spectacle quand le consentement devient flou et que la peur se vend comme un défi? Partie 1. Le manoir comme miroir intérieur, entre défi, douleur et fascination. Présentée comme une maison hantée, elle s'apparente bien davantage à un théâtre de l'horreur où les participants sont plongés pendant des heures dans des scénarios d'une violence psychologique et physique saisissante. Ce n'est pas une attraction, c'est une épreuve. McKinney Manor, c'est le nom de cette villa. Derrière ce projet déroutant se cache un homme tout aussi énigmatique, Ross McKinney. Son passé est un puzzle dont il manque presque toutes les pièces. On ignore sa date de naissance, son lieu d'origine et même les contours de son enfance. Ce que l'on sait, on le tient de ses propres récits et de quelques témoignages de voisins. Ross aurait grandi à San Diego dans les années 60 et 70, nourrissant dès son plus jeune âge une fascination pour les maisons hantées et les célébrations d'Halloween. Quant à sa formation, il affirme avoir étudié le théâtre, mais aucune source ne permet de le confirmer. Le mystère demeure. Dans les années 80, devenu jeune adulte, il commence à transformer son jardin en scène d'épouvante. Draps suspendus, éclairage bricolé, sons grinçants et rires distordus composent de ses premières ambiances. Des amis et voisins se joignent à lui, incarnant des personnages dans des scénarios qu'il imagine. Ce n'est pas juste pour effrayer, c'est pour immerger. À cette époque, les maisons hantées connaissent un véritable engouement aux États-Unis. Le concept, né dans les années 30 avec des initiatives comme celle des Boy Scouts, s'est popularisé après les années 60, puis a explosé dans les années 70 et 80 avec l'essor des parcs à thème, notamment Disneyland et sa célèbre Haunted Mansion, inaugurée en 1969. Ce qui était autrefois un simple divertissement devient un rituel culturel avec des décors de plus en plus élaborés et des expériences de plus en plus intenses. Ross, lui, poursuit son exploration. En parallèle de ses créations domestiques, il développe une passion pour le cinéma d'horreur et les spectacles immersifs. Ses influences nourrissent son imagination et affinent ses scénarios. À la même période, il s'engage dans la Navy. On ignore la date exacte, mais selon ses dires, il y aurait servi pendant 23 ans. Ainsi se dessine le portrait d'un homme insaisissable, à la frontière entre l'artiste et le provocateur, entre le créateur d'expériences et le maître du malaise. McKinney Manor n'est pas née d'un hasard. Elle est l'aboutissement d'une obsession, d'un goût pour l'extrême et d'un besoin viscéral de repousser les limites de ce que l'on appelle encore, à tort, le divertissement. L'expérience militaire de Ross McCamey ne se limite pas à la discipline et à l'ordre. Elle façonne en profondeur son tempérament. Il apprend à diriger, à structurer, à imposer des cadres. Il aime orchestrer, fixer les règles, prendre les commandes. Mais ce qui surprend, c'est la coexistence d'un autre versant de sa personnalité. Plus inattendu, plus artistique. En parallèle de sa carrière dans la Navy, Ross se produit comme chanteur, crooner au style rétro et DJ lors de mariages et d'événements privés. Ses activités révèlent son goût prononcé pour la scène, le spectacle et sa capacité naturelle à captiver une audience. Il raconte même qu'à bord de l'un des navires où il était affecté, il avait conçu un petit parcours d'épouvante, bricolé avec les moyens du bord. Le décor était sommaire, mais l'intention déjà claire, provoquer une immersion. Cette dualité, militaire rigoureux et showman instinctif, deviendra sa signature. Il se décrit lui-même comme le P.T. Barnum du monde de l'horreur, en référence au célèbre entrepreneur du 19e siècle, pionnier du divertissement moderne et figure controversée. Comme Barnum, Ross comprend que la provocation attire, que le choc marque les esprits et que le spectaculaire peut devenir un outil de notoriété. Là où Barnum exposait des curiosités humaines, Ross choisira de transformer la peur en expérience sensorielle totale,
À ses débuts, ces parcours d'épouvante ont des allures de jeu. Les enfants y sont les bienvenus, les files d'attente se forment à Halloween et l'ambiance reste bon enfant. Mais avec les années, le projet évolue. Ce qui n'était qu'un divertissement de jardin devient une obsession immersive. Lorsqu'il quitte la Navy au début des années 2000, Russ décide de donner une nouvelle dimension à son univers. Il commence par métamorphoser son garage en cellule de détention. Il réorganise les pièces de sa maison, installe des cloisons, recouvre les murs de bâches sombres. Il récupère des accessoires, cages, mannequins, instruments chirurgicaux factices, poupées inquiétantes, clowns grotesques. Il ajoute des effets visuels et sonores, lumière stroboscopique, machines à fumer, haut-parleurs diffusant cris, rires et grincements. L'ensemble est artisanal, parfois rudimentaire, mais l'impact est réel. 9 pièces sont aménagées pour plonger les visiteurs dans une atmosphère suffocante. La préparation dure 6 mois et coûte près de 30 000 €, financée par sa pension militaire et les dons de passionnés. Des voisins, des amis, des amateurs d'horreur se portent volontaires pour incarner bourreaux et créatures dans ce théâtre de l'effroi. À ce stade, les enfants ne sont plus admis. L'expérience devient radicale. Russ décide d'en faire une attraction permanente, conçue pour confronter les participants à leurs phobies les plus profondes. En 2001, le Macamé Manor voit officiellement le jour. Ces vidéos attirent une audience grandissante. La réputation du manoir se forge sur cette curiosité trouble, ce voyeurisme fascinant. Car ce qui se passe à l'intérieur n'a rien à voir avec une maison hantée classique. Il n'y a ni ticket d'entrée, ni récompense. Les participants sont bénévoles. Russ demande simplement un sac de croquettes de 50 livres, soit pour ses chiens, soit pour un refuge local. Plus tard, il évoquera un don recommandé, mais l'esprit reste le même. Il ne s'agit pas d'un business, mais d'une passion. Russ vit uniquement grâce à sa pension militaire. Chaque année, porté par l'attention médiatique, CBS, Good Morning America, il repousse les limites. La durée des parcours s'allonge. D'abord 30 à 45 minutes, puis 2 heures, 4 heures, 6 heures, jusqu'à 8 heures d'épreuve. Le manoir devient une légende, celle d'une expérience que personne n'a jamais réussi à terminer. Partie 2, Monster Inside, le documentaire qui brise le masque. À partir de 2013, le projet de Russ Macamé s'éloigne radicalement de ses origines festives. Ce qui avait commencé comme une animation d'Halloween devient une expérience permanente, proposée tout au long de l'année, principalement les week-ends. Une anomalie dans le monde des maisons hantées. Et ce n'est pas la seule. Des riverains affirment avoir entendu des cris de terreur, vu des participants sortir en état de choc, parfois même blessés. L'ambiance n'a plus rien de ludique. Le manoir semble avoir basculé dans une autre dimension. Le quartier, autrefois tranquille, voit les voitures s'accumuler dans la rue. Les plaintes pour nuisances se multiplient. Trop de bruit, trop de risques, trop d'inconnus pour un simple lotissement résidentiel. L'attraction attire désormais des curieux venus de tout le pays, fascinés par cette promesse d'une peur absolue. Le 30 octobre 2015, un article du Guardian propulse Macamé Manor sur la scène internationale. Le reportage révèle une information troublante. Contrairement aux autres maisons de l'extrême, celle-ci ne propose aucun mot de sécurité. Aucun code convenu à l'avance pour interrompre l'expérience en cas de panique. Ce détail reviendra dans un article du Nashville Scene en 2018 où des témoignages évoquent non seulement l'absence de safe word, mais aussi des blessures physiques. Laura Hertz-Brotherton, ancienne participante, raconte avoir été ignorée lorsqu'elle a tenté de mettre fin à l'épreuve. Le Guardian mentionne également une liste d'attente vertigineuse. 27 000 noms, selon Russ lui-même. Pourtant, plusieurs témoignages révèlent une autre réalité. Les candidats sont souvent recontactés très rapidement, avec un discours pressant. Une place vient de se libérer, c'est maintenant ou jamais. Une stratégie qui renforce l'aura de rareté et d'urgence autour du manoir. Avec cette médiatisation, Macamé Manor dépasse le cadre local. Il devient un sujet de débat national, voire mondial. Certains y voient une prouesse immersive, d'autres une dérive inquiétante. Russ, conscient de la pression croissante, cherche une issue. À l'été 2015, il tente de relocaliser son attraction à McLeansboro, dans le sud de l'Illinois. Il acquiert une vieille bâtisse, mais l'accueil est glacial. Les habitants s'organisent, prières publiques, vitres brisées,
dénonciation. Le projet est perçu comme une menace. En septembre, Ross abandonne officiellement cette tentative, évoquant un climat devenu invivable. Partie 3. L'État s'en mêle. Enquête, pétition et bataille juridique. En 2017, il s'installe à Summertown, dans le Tennessee. Ce choix est stratégique. La région est rurale, peu peuplée, et les vastes terrains offrent une liberté d'aménagement. Les cris ne dérangeront plus personne. Le coût de la vie y est plus bas, ce qui facilite la logistique d'une attraction artisanale mais exigeante. Le manoir nouvelle version se déploie en extérieur. Hangar, structure mobile, terrain vague. Exile à maison familiale de San Diego. McCamey Manor entre dans une nouvelle ère, plus modulable, plus radicale, plus insaisissable. En 2017, alors que son installation principale prend racine dans les terres reculées du Tennessee, Russ McCamey décide d'étendre son empire de l'horreur. À 2 heures de route, dans la ville de Huntsville, Alabama, il ouvre une seconde antenne du McCamey Manor. Moins vaste, moins centrale, ce site agit comme une rampe de délestage. Un espace secondaire pour accueillir davantage de volontaires et tester des formats plus courts, parfois modulaires. Huntsville devient une zone tampon, utile en cas de saturation ou de tension locale à Summertown. Mais c'est bien dans ce dernier que se concentre l'essentiel du dispositif et des polémiques. L'ouverture de ces 2 lieux marque un tournant. L'entrée dans une version plus radicale, plus structurée et surtout plus médiatisée de l'expérience. Russ reconfigure les règles du jeu. 4 changements majeurs distinguent désormais son nouveau manoir de celui qu'il avait bâti à San Diego. D'abord, l'accès se fait uniquement sur réservation et la durée peut s'étendre jusqu'à 10 heures. Ensuite, il introduit, du moins en théorie, un mot de sécurité censé permettre aux participants de mettre fin à l'expérience à tout moment. Mais dans la pratique, ce mot n'est ni respecté ni garanti. Et c'est là que les choses se compliquent. Le 4e changement est celui qui fera couler le plus d'encre. L'instauration d'un contrat juridique de 40 pages. Autrefois, les formalités se limitaient à quelques lignes, des avertissements génériques sur les risques physiques et psychologiques. Désormais, le document est dense, précis et volontairement intimidant. Il détaille une longue liste de dangers, perte de dents, de cheveux, ingestion forcée de substances, contact avec des animaux vivants, serpents, insectes, suffocation, enfermement prolongé, blessures nécessitant des points de suture, simulation de noyade, de mort, stress post-traumatique, et la liste continue. 2 clauses peuvent être refusées par le participant. Pas plus. Chaque session est personnalisée selon les peurs du volontaire et conçue pour le pousser à ses limites physiques et mentales. Certains passages du contrat évoquent même la possibilité d'être drogué pendant l'expérience. Le ton est clair, ce n'est pas un jeu, c'est une épreuve. Mais alors, s'agit-il d'un dispositif marketing savamment orchestré pour attirer les plus téméraires ou d'une réalité brutale déguisée en divertissement? Le contrat, en plus de protéger Russ légalement, lui donne le droit d'utiliser l'image des participants, de filmer, de diffuser et surtout de se prémunir contre toute poursuite, sauf en cas de décès. Ce volet juridique, aussi spectaculaire que dérangeant, attire rapidement l'attention des grands médias. Newsweek, The Washington Post, USA Today, tous relaient l'information. Ils s'attardent sur la durée extrême des sessions, sur l'ambiguïté du mot de sécurité et sur ce contrat qui ressemble davantage à un manuel de torture qu'à une simple décharge. Le McCamey Manor entre alors dans une nouvelle ère, celle où l'horreur ne se cache plus derrière des masques, mais s'écrit noir sur blanc dans les marges d'un document que l'on signe avant de plonger dans l'inconnu. En parallèle, les vidéos tournées par Russ continuent de circuler sur YouTube et Facebook, alimentant un engouement viral. Sur Spotify et les autres plateformes de podcast, les récits glaçants de participants en détresse, cris, vomissements, abandons, sont évoqués comme autant de fragments d'un cauchemar éveillé. Ces images, reprises sur TikTok et Reddit, suscitent autant de fascination que de rejet. Les réactions oscillent entre admiration et indignation. Personne n'a jamais terminé le parcours. C'est une torture maquillée en divertissement. Est-ce encore du spectacle ou déjà du sadisme? Chaque polémique renforce la visibilité du manoir. Plus il dérange, plus il attire. Sur Reddit, notamment dans les forums dédiés à l'horreur,
D'anciens participants partagent leurs expériences, souvent marquées par le traumatisme. Les témoignages sont parfois flous, contradictoires, mais une chose revient sans cesse. Ce qui se passe derrière ces murs dépasse les limites du raisonnable. La question n'est plus « est-ce effrayant ?», mais « qu'est-ce qui s'y joue réellement ?» En 2018, Russ apparaît dans l'épisode 8 de la série Dark Tourist, également sur Netflix. Le journaliste néo-zélandais David Farrier se rend sur place pour rencontrer le créateur du manoir et découvrir l'expérience de l'intérieur. Ce passage agit comme un catalyseur. Le manoir gagne une visibilité mondiale, bien au-delà du cercle des initiés. Les demandes affluent. Des centaines de curieux veulent tenter l'aventure. Mais cette popularité soudaine impose de nouvelles règles. Dès 2019, Russ met en place un protocole d'entrée digne d'une sélection militaire. Les candidats doivent fournir un certificat médical récent, prouver qu'ils disposent d'une assurance santé, présenter un casier judiciaire vierge et se soumettre à un test antidrogue le jour de leur venue. Avant même de franchir le seuil, ils sont obligés de visionner une longue vidéo montrant d'anciens participants en pleine détresse, une manière de les préparer, mais surtout de les intimider. Malgré ces exigences, aucune équipe médicale n'est présente sur place. La sécurité reste sommaire. Ce dispositif sert surtout à renforcer l'image d'un défi élitiste, réservé à ceux qui osent affronter l'inimaginable. Russ, lui, semble prendre un plaisir particulier à observer certains profils. Les anciens militaires, sur lesquels il exerce un contrôle psychologique, et les femmes qu'il juge vulnérables ou séduisantes. La même année, il annonce une récompense de 20 000 $ pour quiconque parviendrait à terminer l'intégralité du parcours. L'information est largement relayée par la presse, mais cette promesse est assortie de conditions strictes. Chaque infraction, un juron, une tâche manquée, une demande de pause, entraîne une pénalité de 500 $. Autant dire que le montant fond comme neige au soleil. Et de toute façon, personne n'a jamais atteint la fin du parcours. La somme n'a jamais été versée. Elle fonctionne davantage comme un levier marketing, un mythe savamment entretenu pour renforcer l'aura du manoir. Car dans un pays où les frais médicaux peuvent atteindre des sommets, 20 000 $ ne suffiraient même pas à couvrir les conséquences d'une telle expérience. Le manoir ne promet pas une récompense, il promet une épreuve. Et c'est cette promesse qui continue de fasciner et d'effrayer. À la fin de l'année 2019, le tumulte autour du Makame Manor atteint un nouveau sommet. Des pétitions circulent en ligne, rassemblant des dizaines de milliers de signatures. Leur objectif est clair, obtenir la fermeture définitive de l'attraction. Deux griefs dominent les revendications. D'abord, l'accusation que ce lieu n'a plus rien d'une maison hantée, c'est, selon les signataires, une forme de torture déguisée. Ensuite, une interrogation plus profonde. Peut-on réellement parler de consentement lorsque les participants ignorent la nature exacte de ce qu'ils vont subir? Quand, une fois enfermés, désorientés, trempés et malmenés, toute possibilité de retrait semble avoir disparu. Cette question du consentement devient centrale. Ne devrait-on pas pouvoir révoquer son accord à tout moment, surtout dans une expérience aussi extrême? C'est d'ailleurs le rôle des mots de sécurité, censés permettre une sortie immédiate. Mais dans le cas du manoir, leur efficacité est largement remise en cause. Face aux critiques, Russ Makame se défend. Il affirme que son attraction n'est pas un lieu de souffrance réelle, mais une mise en scène psychologique. Selon lui, tout repose sur la suggestion, l'hypnose, la manipulation sensorielle. Les participants ne seraient pas réellement blessés, mais plongés dans une illusion si convaincante qu'ils croient l'être. Il parle de « smokes and mirrors », un jeu d'apparence, un théâtre de l'effroi. Il ajoute qu'il informe les autorités locales avant chaque session, non pas pour encadrer l'expérience, mais pour prévenir d'éventuelles interventions extérieures. Pourtant, les témoignages qui émergent à partir de 2020 racontent une toute autre histoire. Longtemps cantonnés à des groupes Facebook fragmentés, où les partisans et les détracteurs de Russ s'affrontaient, ces récits deviennent plus visibles, plus détaillés. Et ce qu'ils révèlent est glaçant. Des marques physiques persistantes, des dents cassées, des cheveux arrachés, des douleurs chroniques, des crises d'angoisse prolongées. Ces récits contredisent frontalement la version de Russ. Son manoir, construit au fil des années, apparaît comme un lieu de souffrance méthodique. Un espace où l'on ne vient pas simplement pour avoir peur, mais pour être brisé.
Les descriptions sont précises, répétitives et convergentes. On parle de corps plaqués au sol, de visages recouverts, de participants ligotés, cagoulés, parfois menottés. Certains racontent avoir été forcés à plonger la tête dans des seaux remplis de sang animal ou d'eau glacée, jusqu'à suffoquer. D'autres évoquent des cages minuscules, des cercueils étroits dans lesquels ils étaient enfermés, incapables de bouger, tandis que des insectes, des rats ou des serpents rampaient sur leur peau. Et ce n'est que le début. Des dents arrachées, des ongles brisés, des cheveux coupés de force, des substances chimiques appliquées sur le visage provoquant des brûlures. Les récits parlent aussi d'ingestion forcée, œufs crus, nourriture pour chiens, vomi. Les cris, même ceux prononcés avec le mot de sécurité, ne suffisant pas à interrompre l'expérience. La simulation de noyade revient fréquemment. Jet d'eau puissant, immersion prolongée, sensation de suffocation. Certains affirment avoir été enterrés vivants, le visage recouvert de terre, respirant à peine. Des coups, des gifles, des étranglements sont également mentionnés. Et ce n'est pas un protocole fixe. Russ adapte les épreuves à chaque participant. Il compose une expérience sur mesure en fonction de ce qu'il perçoit chez l'autre. Amy Milligan, ancienne participante, raconte avoir été traînée par les cheveux, enfermée dans une cage, frappée, plongée dans un congélateur rempli d'eau sale, recouverte de faux sang et d'autres substances répugnantes. Ce que ces témoignages décrivent, ce n'est pas une maison hantée. C'est une mécanique d'humiliation, une mise en scène où la peur n'est plus un frisson, mais une descente aux enfers. Alors pourquoi s'y soumettre? Pourquoi des gens acceptent-ils volontairement de vivre cela? Les psychologues évoquent le sensation seeking, une quête de sensations fortes, de dépassement, d'adrénaline. Pour certains, les maisons hantées classiques ne provoquent même plus rien. Le Makamei Manor, avec sa réputation d'épreuve ultime, promet une émotion brute, une confrontation directe avec ses limites. Comme dans les sports extrêmes, il s'agit de tester jusqu'où le corps et l'esprit peuvent aller. Mais ici, la frontière entre défi et destruction semble de plus en plus floue. Certaines personnes franchissent les portes du Makamei Manor, non pas par simple goût du frisson, mais pour des raisons plus profondes, parfois intimes. Pour celles et ceux qui portent les cicatrices du passé, cette épreuve devient une manière de reprendre le contrôle. Se confronter volontairement à la peur ou à la douleur, c'est transformer une blessure subie en un choix assumé. D'autres y voient un défi personnel. Puisque personne n'a jamais terminé le parcours, tenter l'impossible devient une manière de se prouver qu'on peut triompher là où tous ont échoué. Pour les passionnés d'horreur, le manoir représente l'ultime niveau de leur fascination. Ce n'est plus un film, c'est une immersion grandeur nature dans ce qu'ils ont longtemps observé à travers l'écran. Enfin, certains défendent l'existence de lieux, comme celui-ci en les considérant comme des exutoires légaux pour des pulsions marginales, des espaces où l'on peut explorer les limites sans franchir celles de la loi. Mais en octobre 2023, tout bascule. Un documentaire grand public, Monster Inside, America's Most Extreme Haunted House, diffusé sur Hulu ou Disney+ selon les pays, propulse l'affaire dans une autre dimension. Contrairement aux précédents portraits, Hunters en 2017 ou Doctoris en 2018, ce film adopte un ton résolument critique. Il ne se contente pas de montrer l'attraction. Il la déconstruit en s'attardant sur la personnalité de son créateur, Ross Makamei. 3 anciens participants, Melissa Everly, Gabby Hardiman et Chris Smith, y livrent des témoignages bouleversants. Ils parlent de traumatismes profonds, de séquelles psychologiques durables et d'un homme qu'ils décrivent donc comme manipulateur, parfois dangereux. Le documentaire ne cherche pas à divertir, mais à exposer. Il interroge les mécanismes de contrôle, les zones grises du consentement et les conséquences invisibles de cette expérience. Melissa évoque des troubles du sommeil, une peur persistante et le sentiment d'avoir été piégée dans un dispositif qu'elle ne maîtrisait plus. Gabby raconte comment son passage au manoir lui a échappé. Les images ont été diffusées, commentées, et cette exposition publique est devenue une source de pression. Chris, quant à lui, décrit un engrenage infernal, des messages incessants, des défis lancés par des inconnus, comme si l'épreuve ne s'arrêtait jamais vraiment. Le film tisse une narration autour de 3 axes, le traumatisme, l'emprise et la surexposition. La sortie du documentaire provoque une onde de choc. Le débat ressurgit,
cette fois à l'échelle internationale. Le manoir refait surface dans les grands médias et surtout, il attire l'attention du procureur général du Tennessee, Jonathan Shermetti. Le 31 octobre 2023, celui-ci adresse à Ross une lettre officielle exprimant de sérieuses préoccupations. Il annonce l'ouverture d'une enquête au titre de la protection des consommateurs. 3 questions sont posées. Les participants peuvent-ils réellement mettre fin à l'expérience à tout moment? La décharge de responsabilité est-elle juridiquement valable? Et la promesse des 20 000 $ est-elle authentique ou simplement un leurre? L'objectif de l'enquête n'est pas de juger la violence physique, cela relèverait du pénal, mais d'évaluer si l'attraction enfreint les lois encadrant les pratiques commerciales. En clair, Ross vend-il une expérience sous des termes trompeurs, abusifs ou mensongers? Car le manoir est présenté comme une maison hantée extrême, un défi pour les plus courageux. Mais les témoignages évoquent des actes proches de la torture, sans possibilité réelle d'interruption. Le contrat de 40 pages, bien qu'imposant, ne garantit pas une compréhension claire de ce qui attend les participants. Et surtout, l'absence de dispositif médical ou de protocole de sécurité soulève des questions sur la légitimité de qualifier cette attraction de loisir. L'annonce de l'enquête relance une vague médiatique. Les journaux, les chaînes télé, les sites spécialisés s'emparent du sujet, souvent en lien direct avec le documentaire Monster Inside. Les pétitions, déjà nombreuses depuis 2019, reprennent de l'ampleur. L'une d'elles, réclamant la fermeture du manoir, dépasse les 190 000 signatures sur change.org et continue de croître. Partie 4. L'homme derrière le manoir, chute privée et confusion publique. Début 2024, Ross réagit. Il engage une procédure judiciaire contre les autorités du Tennessee qu'il accuse de harcèlement administratif. Il affirme que l'enquête est une tentative de le piéger, non de garantir la sécurité du public. Mais le 22 août 2024, la Cour fédérale rejette sa plainte. Elle estime que ses droits n'ont pas été bafoués et que les investigations sont légitimes. Le McCamey Manor, longtemps auréolé de mystère et de fascination, se retrouve désormais au cœur d'un débat juridique, éthique et médiatique. Ce n'est plus seulement une attraction, c'est un symbole, celui des limites que l'on peut franchir au nom du spectacle. À la suite de la décision de justice rendue en août 2024, l'affaire opposant Ross McCamey aux autorités du Tennessee est classée sans suite. Cela ne signifie pas pour autant que les investigations cessent. Les autorités conservent le droit de poursuivre leurs inspections, de l'interroger et d'examiner les pratiques liées à son attraction. Mais Ross ne reste pas silencieux. La même année, il engage une nouvelle procédure, cette fois contre Hulu, qu'il accuse de l'avoir diffamé dans le documentaire Monster Inside. Selon lui, le film nuit gravement à sa réputation et déforme la réalité de son personnage et de son manoir. Cette plainte fédérale vise principalement la manière dont le média a représenté son univers. Plusieurs audiences sont programmées en fin d'année, mais aucune résolution n'est encore prononcée. Puis, en juillet 2024, un événement inattendu vient bouleverser le récit. Ross est arrêté dans le Tennessee. Mais les motifs ne concernent pas son attraction. Les accusations portent sur des faits présumés de violence domestique, d'agression et de tentative d'homicide à l'encontre d'une femme de son entourage. Selon les premiers éléments, la victime aurait perdu connaissance à 2 reprises durant les événements. L'affaire relève donc de la sphère privée. Pourtant, les médias s'empressent de relier cette arrestation au manoir, tant Ross est devenu indissociable de son œuvre. D'autant que certains témoignages d'anciens participants avaient déjà évoqué des comportements déplacés envers les femmes, proximité excessive, paroles inappropriées, jeux de pouvoir. L'identité de la plaignante reste inconnue. Ni son âge, ni sa profession, ni la nature exacte de sa relation avec Ross ne sont révélées. Les circonstances de l'incident demeurent d'un flou. S'agit-il d'un conflit personnel, d'une dispute qui a dégénéré, ou d'un acte isolé lié à l'univers du manoir? Rien n'est confirmé. 2 mois plus tard, en septembre 2024, le parquet annonce l'abandon des poursuites. La raison principale, un manque de preuves tangibles. Les enquêteurs n'ont pu rassembler ni éléments médico-légaux suffisamment probants, ni témoignages directs permettant de corroborer les faits. À cela s'ajoutent des incohérences dans les déclarations de la plaignante, des zones d'ombre qui affaiblissent la solidité du dossier. La décision ne blanchit pas Ross. Elle ne dit pas que les faits n'ont pas eu lieu. Elle signifie simplement que, dans l'état actuel des preuves,
la justice ne peut aller plus loin. Et ainsi, le mystère autour de Makamei s'épaissit encore, entre fascination, controverse et silence judiciaire. Ce qui avait commencé comme une simple attraction d'Halloween s'est transformé au fil des années en un labyrinthe psychologique et physique aux frontières du supportable. Makami Manor n'est plus seulement un lieu, c'est un symbole. Celui d'une époque où le divertissement flirte avec la douleur, où le consentement devient un contrat et où l'adrénaline se confond avec l'abandon. Ross Makamei, figure centrale et controversée, incarne cette dérive spectaculaire. Entre fascination médiatique, procédures judiciaires, témoignages glaçants et zones d'ombre persistantes, son manoir soulève une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller pour ressentir quelque chose? Et à quel moment le frisson devient fracture? Dans ce théâtre de l'extrême, chaque cri, chaque silence, chaque signature sur les 40 pages du contrat raconte une histoire plus vaste. Celle d'une société en quête de limites, de sensations et peut-être de rédemption. Le manoir continue d'exister, mais ce qui s'y joue dépasse largement ses murs.